20 minutes éclairantes sur le cyberharcèlement et la façon dont les intelligences artificielles peuvent nous aider à combattre en effet ce fléau, avec 2 jeunes entreprises innovantes, Nanaba et Bodyguard. Et je résiste pas à la joie au début de demander à Anne-Laure pourquoi Nanaba. Bonjour, alors pourquoi Nanaba ? C'est une grande histoire. Nanaba, c'est né tout d'abord d'un personnage, puisque dans Nanaba, il y a aussi du gaming, ludo-éducatif. Et il nous fallait un personnage pour animer ce gaming. Donc on est parti sur une banane qu'on a trouvé très fun et à qui va arriver toute une histoire autour de l'éco-citoyenneté aussi, de l'éco-responsabilité. Et donc, au début, l'application devait s'appeler Banana. Sauf que Banana, ça n'est pas forcément très positif quand on va sur les réseaux sociaux et quand on va sur différents moteurs de recherche. Donc, on a voulu changer de nom. Et en fait, le fils de mon associé nous a dit, mais enfin, non, vous n'avez qu'à le mettre en verlan. Vous parlez aux jeunes, donc mettez-le en verlan. Et c'est devenu Nanaba. Voilà, la petite anecdote. Merci beaucoup Anne-Laure. On voit que le côté intergénérationnel fait des merveilles décidément dans tous les domaines. C'est en effet une très belle histoire. Anne-Laure, vous-même, qui êtes-vous ? Alors moi, qui je suis ? Je suis une chef d'entreprise depuis 14 ans. En fait, je sais quasiment faire que ça, développer des entreprises dans des secteurs d'activité qui sont complètement différents de la tech, puisque c'est ma première start-up dans la tech. Je suis associée avec Olivier depuis maintenant 10 ans et on a vécu le Covid, le confinement. Je suis aussi maman de 4 enfants. Et donc, oui, je sais, ça peut surprendre. Et donc, j'ai un ado de 12 ans qui est forcément addict au smartphone, à la tablette, à des contenus que je trouve, moi, forcément assez dégradants parfois et pas forcément très instructifs. Et je me suis dit qu'en tant que maman et chef d'entreprise, il fallait changer les choses, qu'il y avait une vraie voie en fait, face à nous pour utiliser ce temps d'écran de façon intelligente. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette idée, vraiment pour des parents, en fait, penser pour des parents et pour aider les enfants à mieux apprendre et différemment. En effet, maman, chef d'entreprise et femme de la tech, du coup, merci beaucoup pour ça, pour votre exemplarité. On en a besoin en effet. Et donc, notre homme de la tech aujourd'hui, c'est Charles de Bodyguard. Alors pareil, Bodyguard. Pourquoi Bodyguard ? Alors, j'ai beaucoup moins d'explications qu'Anne-Laure. Pourquoi Bodyguard ? C'était la notion de garde du corps. Et en l'occurrence ici, un garde du corps virtuel. C'est aussi important quand on réfléchit au nom d'une boîte, d'avoir un nom simple à retenir, qu'on puisse savoir écrire et savoir prononcer. Et important, si on a une vocation internationale, d'avoir un nom qui se veut également international. Donc c'était un bon juste milieu, un bon compromis entre tout ça. Très bien. Et Charles, homme de la tech, du coup, votre fonction au sein de Bodyguard ? Votre responsabilité ? Je suis le fondateur de Bodyguard et donc le président de Bodyguard. Et c'est une boîte que j'ai fondée il y a 4 ans, 5 ans. C'est ma première expérience professionnelle. Moi, je suis plus le côté technique de Bodyguard parce que j'ai commencé la programmation à 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. J'ai pas fait d'études et j'ai lancé Bodyguard à 21 ans, il y a à peu près 5 ans. Alors, pas fait d'études dans le domaine, on va dire, traditionnel, mais des études quand même, puisque tout votre talent, en effet, est mis au service de cette société. Alors, Nanaba, l'objectif, c'est vous êtes parti de quel constat et l'objectif, c'est quoi ? Alors, nous, on est parti du constat très simple qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, déjà, on passe 27 ans, 7 mois et 6 jours sur notre téléphone et notre tablette, donc ça fait assez peur, sur des contenus principalement récréatifs. Les enfants, eux, ce sont leur première cible, en fait, aujourd'hui, de ces contenus récréatifs et qui sont désinstruisants, carrément. Donc, on est parti du constat qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas lutter contre l'outil numérique et que cet outil numérique peut être un vrai outil d'apprentissage et qu'il fallait arrêter, en fait, de penser et de dire aux parents, non, c'est pas bien que votre enfant il soit sur le téléphone ou sur la tablette, mais plutôt transformer cet ennemi en allié d'apprentissage. Donc comment le transformer en allié d'apprentissage ? Tout simplement en transformant leurs habitudes numériques, leurs habitudes de consommation en apprentissage. Donc Nanaba, ça permet de bloquer les applications récréatives sur les téléphones et tablettes en échange de petits quiz éducatifs de la matière et du niveau choisi par le parent. C'est un peu le donnant-donnant, on en parlait avec Charles tout à l'heure. Voilà, on est dans une génération où le téléphone et la tablette n'existaient pas forcément quand on était enfant. Et donc nos parents nous disaient, écoute, tu veux regarder un dessin animé ou tu veux aller au ciné, en échange, tu vas sortir les poubelles ou nettoyer la table. Là, c'est tu vas aller sur TikTok, tu vas aller sur Gulli. En échange, il faut que tu fasses ton petit quiz de maths ou ton petit quiz de français. Et c'est automatique. Donc le parent, il n'a pas besoin de tout le temps dire à l'enfant, ok, fais-le. Et on retrouve, en fait, on rentre de nouveau dans un cercle vertueux
entre le parent et l'enfant. On arrête de diaboliser le téléphone à tablette parce que l'outil numérique est un vrai outil d'apprentissage. Donc c'est notre vocation chez Nanaba, c'est de repenser la façon d'apprendre. En effet, on l'a beaucoup dit depuis le début de la matinée, on est dans cette ère des intelligences artificielles et technologiques-là. Troisième révolution, la première étant l'écriture, la deuxième l'écriture à grande échelle avec l'imprimerie. Et aujourd'hui, cette imprimerie numérique qui, en effet, est partout autour de nous, qui potentiellement peut nous donner accès aux connaissances, où que nous soyons à n'importe quelle heure. Mais justement, où que nous soyons à n'importe quelle heure, comment en effet garder la maîtrise tout en s'amusant. Merci beaucoup de cette merveilleuse idée et surtout de l'audace d'avoir fait cette société qui à la fois est utile pour les citoyens et les citoyennes et aussi pour vous en tant que chef d'entreprise. Grand bravo Anne-Laure. Charles, bodyguard, qui est complémentaire du coup de cette approche-là parce que rappelons-le, ce moment que nous passons ensemble est autour justement de éducation, usage du numérique et puis malheureusement cyberharcèlement. Alors bodyguard, que pouvons-nous faire ? Alors, chez Bodyguard, on attaque un des marchés qui croît le plus rapidement, c'est la haine en ligne. C'est assez triste, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais donc il faut faire quelque chose, et nous on apporte une réponse technologique à ça en développant une technologie qui est capable de repérer les contenus haineux sur Internet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis cette technologie dans une application mobile qui s'appelle Bodyguard, qui est gratuite et qui protège en temps réel les particuliers et donc les enfants des contenus haineux sur leurs réseaux sociaux. Le fonctionnement est très simple, on télécharge l'application, on personnalise sa modération, enfin on se connecte avec ses réseaux sociaux et on personnalise sa modération. Une fois qu'on a fait ça, on a juste à fermer l'application Bodyguard, on continue d'utiliser ces autres applications normalement en complémentarité de Nanaba, si on a le droit de les lancer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, en temps réel, on va récupérer les commentaires qui vont être postés sous vos vidéos YouTube, vos commentaires Instagram, les gens qui vont vous mentionner sur Twitter. Et donc, on va analyser ces commentaires-là avec notre technologie qui va prendre une décision en temps réel. Si le contenu est haineux envers la personne qu'on protège, sa famille ou ses proches, on va simplement le retirer de la plateforme. Donc ça, c'est Bodyguard, c'est notre solution pour les individus. Et on s'est rendu compte que si on voulait répondre à notre mission qui est de protéger le plus de monde possible des contenus haineux sur Internet, un des bons moyens d'y arriver, c'était également de faire un virage, ce qu'on appelle B2B, destiné aux entreprises, pour leur permettre de protéger leur communauté. Et donc c'est comme ça que Bodyguard protège à peu près maintenant 700 millions de personnes des contenus haineux, de recevoir, envoyer ou recevoir des contenus haineux sur Internet en 6 langues. Et donc voilà, j'aime bien la complémentarité des deux, une solution B2B pour les entreprises qui nous rapporte de l'argent, une solution gratuite qui est totalement gratuite, c'est une situation un peu win-win et c'est cool. En effet, et au-delà d'être cool, c'est surtout très utile. Donc encore une fois, merci d'avoir eu l'audace de vous lancer dans ce domaine-là, parce que j'imagine que c'est pas facile tous les jours de voir aussi ce qui circule justement. Et vous parliez de complémentarité, et en effet, ici donc Côte d'Azur France Terre d'IA, le AI Land, 3IA Côte d'Azur, institut interdisciplinaire en intelligence artificielle, dont la directrice scientifique adjointe Serena Villata, depuis des années, travaille en effet sur ce sujet de la détection dans le langage naturel de propos haineux qui en effet sont réellement un fléau. Et elle a aussi comme fonction de siéger au comité national pilote d'éthique. Et ces réflexions qui vous éclairent, vous, industriels, portent sur deux aspects. Le premier, c'est, vous disiez, on va du coup décider, aider à prendre une décision. Ces décisions, il faut qu'elles soient en effet en conscience. Et comment, à chaque instant, les humains peuvent dire ce qui finalement il faut barrer et pas. Et ça, c'est vraiment une question complexe. Et voilà pourquoi le comité réfléchit. Et aussi, bien sûr, que ce ne soit pas qu'une façon de dire les choses en disant il ne faut plus faire ça, mais avoir réellement des moyens de le mesurer. Donc vous, en tant qu'industriel et qui êtes en effet sur ce territoire-là, puisque vous avez décidé de vous implanter là, et d'ailleurs au passage, la Chambre de commerce et d'industrie, on peut peut-être aussi en dire un mot, et la façon dont elle vous accompagne aussi. Comment en effet équilibrez-vous entre cet aspect industriel en effet et cette prise en compte de c'est quoi une décision? Ça veut dire quoi prendre une décision? La chose la plus importante, c'est de développer une technologie éthique. Et une technologie éthique, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est des technologies où on peut comprendre quelles sont les règles de modération que la technologie va suivre. Et ça doit être une technologie qui est capable d'expliquer une décision.
Le souci avec l'intelligence artificielle, enfin, notamment le machine learning dont on parle énormément aujourd'hui, c'est qu'il y a un côté black box qui fait que on ne peut ni comprendre ce qu'elle a appris, ni expliquer une décision. Et donc c'est difficile derrière d'ajouter une partie éthique à tout ça. Chez Bodyguard, ce qu'on fait, c'est qu'on la technologie est alimentée, mise à jour par des humains via une interface humain-machine pour qu'ils puissent, en tant que linguistes, experts en haine en ligne, experts en réseaux sociaux, transmettre tout leur savoir et leur intelligence à la machine. Et en plus de ça, la technologie Bodyguard est capable d'expliquer une décision et c'est vraiment la chose la plus importante. Ensuite, il y a l'aspect beaucoup plus éthique de la chose sur l'aspect légal. Bodyguard n'est pas un régulateur. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit la loi. Et la loi en France est très bien faite, et donc on suit la loi. Et au moins, on n'a pas de problème. On retire les contenus qui sont illégaux. On sait les détecter et on sait alimenter la technologie pour les détecter. On sait expliquer quand est-ce qu'on a trouvé ce genre de contenu-là. Et le plus important, c'est de suivre la loi. Merci beaucoup de ce message à la fois précis, clair et tout à fait enthousiasmant et rassurant sur notre capacité à la fois dire que voilà, ce problème a été identifié, légiféré et qu'en effet les industriels, jeunes ou moins jeunes, peuvent s'y référer. Et encore une fois, bravo parce qu'on voit vraiment que votre dynamisme contribue en effet à incarner ces réflexions éthiques. Les premiers retours d'expérience de Nanaba avec les parents et où les enfants, c'est quoi par exemple des anecdotes? Alors, on en a plusieurs des anecdotes, parce que c'est vrai que les enfants, ils sont très intelligents et c'est vraiment génial de voir justement à quel point ils sont aujourd'hui techniquement meilleurs que nous. C'est complètement intuitif. Alors, des anecdotes, on en a plein. J'en ai une qui est assez rigolote. On a eu une maman qui avait donc pris Nanaba pour sa fille et un jour, elle nous écrit, elle nous dit oh là, je comprends pas, samedi sur Nanaba que ma fille a TikTok et moi, quand j'ai son téléphone, elle n'a pas TikTok. Donc, c'est pas possible. Votre application ne fonctionne pas. Donc, bon, nous, bien sûr, on est une jeune entreprise, donc on se remet en question en permanence. On vérifie techniquement qu'on n'a pas de défaillance tout le temps. Donc du coup, on a fait nos analyses et il s'avère, après on est retourné vers cette maman, elle a dit non, malheureusement, elle a bien un TikTok. Donc notre développeur a pris contact avec elle, a pris le téléphone en main et s'est rendu compte simplement qu'elle avait changé la vignette de TikTok. Et bizarrement, sur nos datas, elle allait sur la météo en permanence, cette enfant. Donc là, tout de suite, ça nous a interpellés. On s'est dit, attends, elle va plusieurs fois par jour sur la météo, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, elle avait tout simplement changé la vignette. Donc sa maman pensait qu'elle n'avait pas TikTok, elle l'avait. Donc ça, c'est des petites anecdotes rigolotes. Après, pour les retours, nous, notre plus belle victoire, c'est qu'au début, et moi, l'idée est née grâce à mon fils. Et quand j'ai parlé de cette idée à mon fils, bien sûr, il l'a vu comme, oh là là, mais maman, t'es dingue, mais ne fais pas ça, pitié, pitié, ne fais pas ça. Tous mes copains vont me détester. Parce que bien sûr, sa classe a été une classe pilote, bien évidemment. Voilà. Et donc, au début, il est vrai que ses amis qui venaient à la maison régulièrement pour s'amuser n'avaient plus trop envie de venir. Et en fait, très rapidement, au bout de 3 semaines d'utilisation, il s'avère que les parents bloquent beaucoup moins les applications et les enfants vont beaucoup plus de quiz. Nous, il faut savoir qu'aujourd'hui, au bout de 7 mois de commercialisation, on est à 1 300 000 quiz réalisés. Et pourquoi ils font plus de quiz? Parce que dans Nanaba, il y a une IA qui travaille justement sur la perception des enfants, sur leurs soft skills, sur leur façon d'appréhender, sur pourquoi est-ce qu'ils bloquent sur telle et telle question, de façon à ce qu'ils réussissent à apprendre. L'objectif, c'est vraiment pas que d'aller aider le parent, c'est d'aller aider l'enfant sur apprendre. Donc, au bout de 3 semaines d'utilisation, les enfants, spontanément, ils font les quiz parce qu'ils se rendent compte qu'au lieu de passer 1 heure sur leur devoir, en faisant des quiz réguliers, en allant sur l'application préférée, qui sont les applications récréatives, ils apprennent sans même s'en rendre compte. Donc ça, c'est notre plus belle victoire aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une belle communauté. On a 30 000 utilisateurs sur Nanaba. On est présent dans 4 pays. Donc voilà, on est vraiment content, on est fiers de notre projet et on croit vraiment en fait cette nouvelle façon d'apprendre. Et on a une version adulte qui sort dans quelques semaines parce que les adultes aussi, on est des surconsommateurs d'applications récréatives. Et si à chaque fois qu'on va sur des récréatifs, on apprend quelque chose, je pense que le monde demain sera plus instruit. Voilà. Merci infiniment Anne-Laure pour ce message d'espoir. En effet, cette anecdote, il me semble, est tout à fait parlante sur la capacité de l'être humain de toujours, en effet, et heureusement, maîtriser la machine et comprendre comment ça marche. Et j'imagine que ça vous a fait aussi progresser dans votre processus industriel. Donc merci à cet enfant, à cette maman qui vous a fait ce retour et à vous d'avoir continué à vous perfectionner. Peut-être une recommandation aussi de Serena Villata, telle qu'elle nous l'exprimait en conférence inaugurale de la Semaine du cerveau il y a quelques semaines. C'est en effet essayer d'aller vers une conception
éthique, enfin d'aller vers de l'éthique par conception. Excusez-moi parce que ça me venait en anglais, de l'éthique par conception. Et il me semble que vous incarnez en effet cette volonté, cette intention de faire de l'éthique par conception, parce qu'on le dit, on le rappelle, les intelligences artificielles, ce ne sont que des outils. Et chaque outil a un usage et chaque usage doit être maîtrisé. Si l'outil est utilisé pour quelque chose dont ce n'est pas l'usage, ce n'est pas l'outil qui est remis en cause, mais bien l'humain, l'homme ou la femme, qui en fait cet usage-là. Donc, il me semble que vous incarnez en effet cette intention d'aller vers de l'éthique par conception. Et donc, peut-être, en conclusion, et pour éclairer, non pas conclure, mais ouvrir justement sur voilà, ce message d'espoir et d'enthousiasme, de dire cet outil, en effet, ça peut contribuer à faire des choses qui ne sont pas souhaitables pour l'humanité, mais vous avez 2 applications qui, concrètement, sont vraiment utiles. Donc, votre message d'espoir par rapport à vos applications respectives. Donc, Charles. Moi, mon message d'espoir, c'est de dire que la haine en ligne représente 4 à 5% des contenus sur Internet. Ça veut dire qu'il y a 95% des contenus qui sont positifs, neutres, gentils, ce que vous voulez, mais en tout cas qui ne sont pas haineux. Et le cerveau humain a un petit biais, c'est de se concentrer sur le négatif, sur ce qui ne va pas, et ça peut user mentalement. Et c'est ça mon message d'espoir, de dire que les choses vont dans le bon sens et qu'on avance dans le bon sens et que tout va aller de mieux en mieux. Donc voilà. Oui, et avec vos compétences complémentaires qui sont vraiment, encore une fois, tout à fait incarnées. Anne-Laure, votre message d'espoir pour aujourd'hui, demain? Alors moi je suis tout à fait d'accord avec Charles, je pense qu'il faut se concentrer sur le positif. C'est un petit peu la même chose pour nous avec l'utilisation du téléphone et de la tablette. Aujourd'hui il y a plein de parents, on a face à nous en fait des gens qui décrient en disant oh là là mais Nanaba, vous poussez les enfants à utiliser le téléphone et la tablette. Non, on les pousse pas à utiliser le téléphone et la tablette, on veut juste transformer ce temps d'utilisation en temps intelligent. Et on veut faire une automatisation d'apprentissage, c'est vraiment notre objectif. Donc moi je suis exactement comme Charles, je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est certes on a des crises en ce moment et on le sait, il y a des gens qui vivent des véritables horreurs, donc on est dans un monde quand même qui est beau, il faut voir les belles choses et je pense qu'on a des talents demain qui vont arriver, c'est la jeunesse qui est en train de se former aujourd'hui. Bodyguard permet justement à ces jeunes aujourd'hui de ne pas souffrir de cyberharcèlement, de les protéger mentalement parce qu'il y en a besoin et Nanaba je pense peut leur permettre aujourd'hui d'apprendre de façon différente, de développer leurs soft skills, de prendre confiance en eux, puisqu'aujourd'hui je pense que Charles et moi si on est là c'est avant tout parce que on a confiance en nous. Et cette confiance en nous, c'est quelque chose qu'on cultive tous les jours. Et être chef d'entreprise, c'est surtout ça. C'est surtout être résilient et savoir ne jamais rien lâcher malgré les difficultés. Parce que quand on est une start-up, on connaît des difficultés. On n'arrive pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Et donc, je pense qu'avant tout, c'est ce message d'espoir que j'ai envie de donner. C'est de dire que quand on croit en soi, quand on a des beaux projets, quand on est bien entouré, on peut faire des choses extraordinaires. Merci infiniment. En effet, bien entouré. Côte d'Azur, France, Terre d'Ia et Island. Il me semble qu'en effet, on est exemplaire dans cette approche qui est en effet pluridisciplinaire avec le territoire, avec les entreprises grandes ou petites et avec les académiques, la recherche publique qui en effet donne une vision et fait de la recherche au quotidien. Et vous qui prenez le meilleur de cette science-là, de cette nouvelle discipline qu'est l'intelligence artificielle et qui nous rappelez au quotidien que ce n'est qu'un outil, mais qu'en effet, on peut l'utiliser pour qu'il soit réellement au service de l'humanité. Merci beaucoup d'incarner cette exemplarité-là, parce que vous, il me semble, vraiment, vous êtes un modèle de persévérance, de coopération. Voilà, vous ne faites pas partie des mêmes sociétés, mais vous en effet, vous savez à quel point... On s'entend bien. Voilà, vous pouvez être complémentaires, en effet, et aussi, bien sûr, de créativité. Donc, grand merci. Et je vous souhaite, nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Et encore, merci d'avoir de votre généreux temps ici, ce samedi, au premier festival sur l'intelligence artificielle.